Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'abord de balayer un petit peu la vision comme ça transversale, parce qu'on a beaucoup besoin de transversalité dès qu'on veut aménager la ville. Ça entraîne beaucoup de responsabilités et beaucoup. Et puis après, en fonction de ce que vous êtes, de vos attentes, je suis prête à répondre aux questions et à rebondir en fonction peut-être de mon expérience, etc. Donc, cette photo, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que essayons de nous élever justement sur notre propos. C'est un peu comme Saint-Exupéry, dessine-moi une rose, parle-moi du végétal, parle-moi de la plante. Ça devient compliqué, c'est complexe, c'est riche. Alors du coup, j'ai beaucoup aimé, je ne sais, c'est vraiment le centre de recherche de botanique appliquée ou Métropole, c'est le document sur Métropole lyonnaise, mais je trouve que ça illustre tellement parfaitement ce qui se joue dans cette région lyonnaise, avec cette nacelle qui permet de survoler un peu toutes les problématiques. C'est une pomme de terre, c'est pas sans raison, puisque comme chacun sait, il y a eu des recherches ici sur les pommes de terre pour des raisons alimentaires certaines. Et puis on a un petit personnage, Jean-Jacques Rousseau, vraiment d'une importance totale pour la ville de Lyon et pour la botanique. Et puis, on voit bien, on voit évidemment les grandes serres, on en reviendra, du parc de la Tête d'Or, et on voit en effet autour, dans cette fleur que vous avez reconnue, les différentes régions impliquées qui ont permis, à cause de leur terroir, à cause de la qualité de leurs terres, d'abord de faire du développement agricole et du développement horticole. Et donc, ça me permet de vous faire visiter un peu, ou vous faire envie sur ce que j'appelle les coulisses de l'exploit, au moment où on doit développer de la culture, de l'économie, toucher au plus près, on va dire, des consommateurs, les collections de plantes, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter. Alors, en effet, que l'on aborde tous les sujets, hein, que ce soit la politique, que ce soit la géographie, que ce soit l'histoire, que ce soit l'économie, que ce soit la culture, à un moment ou à un autre, on croise ce que j'appelle nos plantes compagnes. Parce que chacun oublie allègrement que si les plantes n'étaient pas là, c'est vraiment elles qui ont préparé la vie des animaux sur Terre et des hommes en particulier. Parce que par leurs déchets oxygène, elles ont permis la vie sur Terre. Et que parfois on l'oublie tellement que maintenant qu'on se préoccupe de la planète, les enjeux, comment on peut s'impliquer dans quelque chose d'aussi important. Et maintenant, et c'est vous, région lyonnaise, je trouve, au niveau institutionnel, qui avez fait le plus de travaux avec les mots justes, je parle par rapport aux autres régions françaises, les mots justes de dire tous les patrimoines végétaux sont dans la nature. La notion patrimoniale, ce mot émerge très fort dans tous les travaux que vous avez faits. Donc évidemment, moi, derrière ce mot patrimoine végétal, j'y mets les collections de plantes qui sont labellisées par le CCVS. Je fais un très court, et je peux en reparler à la fin. C'est en effet, depuis 20 ans, une association qui a pour objet, conservatoire, collection végétale spécialisée, qui a pour objet de développer, de faire émerger des collections de plantes. Et notre travail à nous, c'est de les labelliser. Entendons-nous, c'est pas pour donner des bonnes notes, mais avec un comité des collections, c'est-à-dire des gens qui bénévolement courent la France pour, sur les différentes collections, voir la hauteur des collections, et le conseil scientifique pour voir si, dans ces collections qui sont quand même des viviers génétiques, dans une tradition française et européenne, voir en effet l'origine de ces plantes pour que réellement ça ne soit pas collectionnite comme une collection de timbres poste, j'ai la plante que le voisin n'a pas, mais que ça soit vraiment des outils de sensibilisation et scientifique. Alors moi je pense qu'on ne peut pas parler de la botanique et des collections. Ces collections, on dit maintenant, et cela ne fait que depuis 2 ans, qu'on a pu être inscrit dans la fondation de recherche sur la biodiversité. Collection, on dit ex situ.
C'est-à-dire c'est des collections de plantes dans la tradition française et européenne, c'est des collections de plantes qui viennent du monde entier sur un même genre. Les roses, les dahlias, vous verrez pourquoi je vous cite celle-là, les chrysanthèmes, les œillets. Donc la chance de la région lyonnaise, grâce à sa géographie très spécifique, et c'est vraiment la présence de Jean-Jacques Rousseau, qui, dans l'esprit du siècle des Lumières, hein, c'est important aussi avec vos chambres de commerce, historiquement, etc., qui s'est passionné pour cette science, la botanique. Ne pas oublier que la botanique, c'est la première science qui a été vraiment développée. Donc ici, évidemment, on atterrit un petit peu de retour sur l'histoire, sur votre fameux parc de la Tête d'Or. Pourquoi? Parce que le point fort de faire des collections, des outils d'aménagement du territoire, des outils de paysagement, des outils de structuration des villes, c'est vraiment au moment haussmannien où Napoléon III décide de grands aménagements urbains. Donc le parc de la Tête d'Or, il est vraiment dans cette mouvance, et en sachant que ces paysagistes se sont inspirés bien sûr du travail en Angleterre, mais et Central Park à New York. Et si vous allez au jardin botanique de Lyon, asseyez-vous devant ce grand étang et regardez tout autour, et vous comprendrez que c'est un Central Park en quelque sorte. Alors rappelons-nous pourquoi à l'époque on a fait ces grands parcs urbains. On a fait ces grands parcs urbains bien sûr pour amener le bien-être des habitants, adoucir les effets haussmanniens, tenir son rang d'une capitale. Et je reviens, c'est que, d'une façon intéressante, tous ces grands parcs, New York, en Angleterre, à Bagatelle, en parallèle, ont constitué des grandes collections de plantes, arbres, arbustes, plantes ornementales, de façon à enrichir la palette des végétaux, de façon à apporter un peu de couleurs, etc., et des végétaux qui venaient du monde entier. Donc c'est une vraie effervescence du côté des collections. Et ne pas oublier aussi qu'en même temps, ce sont les expositions universelles, les expositions internationales qui ont un succès fou. Et là, vraiment, les collections de plantes sont vraiment un enjeu important. Rappelez-vous, Nancy, l'école de Nancy est bien prouvée, le moine était des passionnés de la botanique, et tout le monde s'inspirait, et on verra plus tard en effet que Lyon aussi, tout le monde s'inspirait des vraies plantes qu'on allait voir dans la nature. Donc ne pas oublier. Et du coup, on s'aperçoit aussi qu'à cette époque, alors c'est une rivalité entre, surtout pour vous, le plus intéressant, c'est la fameuse rose de Lyon, puisque l'année prochaine, vous allez avoir le monde entier qui vient sur cette problématique de la rose. L'œillet que j'ai mis parce que tout le monde voyage, tout le monde est dans les champs. Ces œillets dits de Nice, en réalité, sont des œillets de Lyon. Mais phénomène de... Et c'est important au niveau urbanistique, phénomène de restructuration, le chemin de fer arrive, qui dynamise l'horticulture, on envoie ses légumes et ses fleurs Paris et jusqu'à Londres, et l'œillet de Nice, du coup, l'œillet de Lyon, du coup, les producteurs trouvent plus facile de s'installer dans le Midi grâce au chemin de fer, et cet œillet de Lyon devient œillet de Nice. Et à chaque fois qu'on fait des collections, dans les collections, c'est vraiment une aventure extraordinaire parce que c'est pire que des grandes sagas. On retrouve des personnages et on s'aperçoit qu'une collection, c'est pas comme un herbier collé, scotché, séché, qui raconte aussi des belles aventures. C'est aussi des aventures humaines parce que derrière chaque collection, il y a un collectionneur ou une collectionneuse. Et du coup, on dit rose de Lyon, lys du Val-de-Loire, œillet de Nice, on dit violette de Toulouse. Alors, se dit-on au moment où on a slow food
qui nous a amené Slow Life, redécouvrir le goût du jour, déguster, même avec les yeux, paysagement, dire en son palais. C'est sûr que ces collections de plantes, ça devient aussi les ambassadrices de métropole ou de ville. La preuve en est, c'est qu'on dit la rose de Lyon. Et que c'est vrai que dans les fiefs, la rose de Lyon, je ne vous cacherai pas, c'est anecdotique, puisque comme on était peu nombreux, autant se nourrir des expériences des uns et des autres. La rose de Lyon, personne n'a pu vraiment entrer dans le congrès de la rose de Lyon, tous nos collectionneurs de roses, parce que c'était la rose de Lyon, et la rose de Lyon, c'est la rose de Lyon. donc vous voyez l'emprise que peut avoir une collection sur une image de marque et d'identité. Et pourquoi pas? Comment aider nos horticulteurs actuels, on sait que c'est la bérésina économique, en sachant que les vins ont su parler de terroirs, de grands crus, de petits crus, de crus locaux, etc. Et donc, en effet, nous aussi, par nos collections, on a vraiment une palette de crus absolument extraordinaire. Donc, en effet, qu'est-ce que ces collections au moment où on a quand même un public qui, en termes de, on va dire, de proximité, a envie de toucher, de sentir, de manger. Et du coup, en effet, comment les villes, les aménageurs, tous ceux qui sont impliqués par le monde du végétal peuvent faire partager, au moment où on est en recherche de sens pour savoir dans quel sens aller, et Dieu sait que c'est la turbule actuellement, donc comment se bien vivre ensemble, on peut trouver à travers les plantes une responsabilité collective pour, en effet, ne pas, je dis, crabouiller le monde du vivant. Donc, c'est toutes les problématiques espace nature maîtrisée, nature sauvage. Alors, du coup, on sait que la santé de nos villes et la santé des citadins passe par un juste équilibre. Alors là, le mot devient complexe, vous savez, un juste équilibre de la biodiversité. On le met à toutes les sauces, c'est compliqué, on ne sait plus si l'écologie est politique ou si une écologie de sciences, etc. Et c'est vrai qu'aussi, comment dirais-je, cet équilibre des biodiversités en ville dépend énormément de comment les citadins vont en faire une habitude, faire attention. Donc il y a un vrai travail de sensibilisation à faire. Et moi, je ne voudrais pas plaider pour ma paroisse, mais c'est vrai que les collections sont aussi des outils de sensibilisation à ce phénomène du monde du vivant, et pourquoi on a décidé que celle-là, elle était invasive, et pourquoi on veut absolument l'éradiquer, etc. Donc, moi, je dis qu'actuellement, on est vraiment à... C'est un véritable rendez-vous avec l'histoire que l'on a entre la relation entre les hommes et les plantes. Et quand on se met à se pencher sur une plante, on s'aperçoit des liens privilégiés, bien sûr, avec l'homme. Donc l'ethnobotanique est extrêmement intéressant, surtout quand on approche dans les pays étrangers. Quand on se déplace et on a un regard sur d'autres pays, et on s'aperçoit que vraiment, ça vaut toutes les sagas. Il faut être Sherlock Holmes pour mener des enquêtes où on a aussi bien besoin des botanistes, d'accord, des archéologues, des horticulteurs, des géologues, parce que on s'aperçoit que le sous-sol nous dit plein de choses, pour mieux connaître cette grande aventure entre les hommes et les plantes. Bon, comme chacun sait, les plantes, elles sont de tous les voyages. Il n'y a pas de frontières pour les plantes. Le débat actuel sur interdiction de faire entrer telle et telle plante, écoutez, excusez-moi du peu, les graines sont dans la poche, ça se trimballe au pied des oiseaux, une oie, un jabot d'oie vous amène 3000 plantes d'un bout de la Méditerranée à l'autre, et ce que j'appelle, surtout comme on construit les villes, métissage, migration, phénomène de migration permanente dans les villes, métissage, héritage, j'hérite d'eux, conquête,
on essaye toujours de conquérir quelque chose, mais franchement, les plantes, elles nous racontent plein de choses. Et moi, je m'amuse beaucoup quand les jardiniers français disent « Ah ben non, mais Françoise, écoute quand même, là, randonnion, poireaux, je dis « Oui, mais les jardiniers portugais, tout ça, c'est pas pareil, la Réunion, c'est pas pareil. » « Ah non, non, mais tu comprends, etc. » Bon, bah alors, je rappelle quand même l'histoire de la ratatouille. Va dire, il n'y a pas un des légumes bien de chez nous qui est issu d'ici. Donc, ne jamais oublier que les plantes, c'est une histoire d'échange. Et les plantes, si on choisit des arbres, des arbustes pour, je sais pas quoi, accompagner une grande allée dans un jardin, elles racontent aussi l'histoire des hommes. Parce que, en fin de compte, c'est bien les plantes qui sont marqueurs culturels de l'histoire des hommes. Pourquoi on se cramponne autant aux arbres remarquables? Il faudrait redéfinir qu'est-ce qui est remarquable. Il est remarquable parce qu'à un moment, on a décidé qu'il était centenaire, qu'il racontait une histoire, etc. Ben, c'est parce que, quand même, un arbre de 1000 ans, on peut lui faire raconter toute l'histoire de ce qui s'est passé sous ses pieds. Et du coup, c'est quand même des introductions faciles à l'heure où on est sur ces métissages culturels, ces créativités permanentes, etc. Et donc, ben, voilà, je dis, help, attention, nos collections de plantes sont aussi des outils de sensibilisation au monde du vivant, parce que ça peut à partir d'une rose, vous pouvez alors débouler dans tous les pays du monde, retrouver cette rose qui avait été perdue. Je donnerai un exemple. Il y a des roses, alors je n'ai plus le nom, ça me reviendra, d'une famille de dessinateurs, elles ont disparu, on a lancé un SOS, qui sait qui a retrouvé ces roses, et on les retrouve chez des jardins, en Allemagne, en URSS, etc. C'est-à-dire que selon nos besoins de sensibilisation au monde du vivant, d'embellir la ville, de trouver une nouvelle économie, de trouver du tourisme, pas de problème, Vivier, vous tapez dans les histoires de plantes et vous avez ce qu'il faut. Alors, vraiment, revenons sur Lyon. Moi, j'insiste que tout le monde ait conscience à Lyon que Lyon est vraiment le carrefour de la botanique en Europe. Parce que bien positionné géographiquement, n'oublions pas, moi j'adore ça, c'est que notre Olivier de Serres, je veux dire en Ardèche, ben évidemment quand il est en Italie pour aller chercher ces plantes nouvelles qui sont à l'origine, je recommande du mûrier, de la betterave à sucre, quand les grandes bagarres, quand on n'avait plus la canne à sucre. Donc comment dans son jardin, qui était un lieu d'expérimentation de plantes, il se faisait des petites collections qu'il allait chercher à droite, à gauche. Donc Olivier de Serres, il passe par Lyon. Donc l'esprit Olivier de Serres, qui est à l'origine de l'agronomie française, quand même règne énormément. Et puis on a notre fameux Jean-Jacques Rousseau, qui le savait, adorait la botanique, adorait botaniser, et à un moment a survécu en se faisant des petits herbiers qu'il fabriquait d'abord pour la nièce, je crois, d'une de ses maîtresses, ne me demandez pas les noms, il en a eu pas mal, et après a vendu des vrais herbiers pour gagner sa vie. Donc il était vraiment passionné de botanique, à l'époque c'était d'un chic absolu, et je vous ferai reconnaître qu'actuellement on recommence à se promener autour de chez soi pour aller botaniser. Donc en effet, les plantes à Lyon, les collections de plantes ont vraiment apporté du développement horticole et de l'industrie. Et moi je dis qu'au moment où l'Europe arrive, on ne sait pas comment, mais elle est là en tout cas, et que en fait l'Europe c'est un conglomérat de régions. Alors en effet, on est tous européens, on essaye, mais on reste quand même ou tourangeau, ou piémontais, ou angevin, ou lyonnais. C'est-à-dire qu'on a besoin de raciner dans son terroir d'origine, même si on n'y met plus jamais les pieds. Mais son enfant, on est dans cette racine-là. Alors, l'épopée des fleurs, des fruits et des légumes, l'épopée lyonnaise, nous en apprend beaucoup sur ce carrefour de la botanique. Alors j'ai mis le livre qu'on aimerait voir réédité parce que c'est à pleurer de désespoir profond. C'est le travail
du Centre de ressources de botanique appliquée, Stéphane Creusat, et puis du CNRS, Philippe Marchenet et Laurence Bérard, qui ont fait un travail remarquable d'aller chercher les plantes qui vraiment ont été une puissance économique du Lyonnais. Il est épuisé depuis 4 ans, impossible de trouver les moyens financiers pour le rééditer, alors qu'en ce moment, c'est une source extraordinaire. Donc, au moment où éclatent les régions, on ne sait plus où on en est, d'où on est, etc., il n'est pas inintéressant de revisiter son territoire, et moi je dis ses territoires, son territoire et ses terroirs, son patrimoine bâti, ça c'est très bien fait. Alors là, la France championne, bravo. Veut dire le moindre lavoir, les CAE ont beaucoup aidé aussi au passage, mais le moindre lavoir dans un village a été sauvé, formidable. Mais alors le patrimoine végétal vivant, alors que l'histoire de l'économie française est quand même liée au monde du végétal, nous sommes vraiment des agriculteurs nés, donc en effet, au moment où on se, veut dire, en termes d'identité, intéressant de revisiter son patrimoine végétal vivant. Et donc, reposer un nouveau regard sur la plante, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, parce que ces plantes, quand même, hein, elles nous nourrissent, on avait pratiquement oublié, elles nous parfument, elles nous abritent, elles embellissent les villes. Et c'est vrai qu'actuellement, tout est bio, tout est naturel. Donc, si on n'a pas de la cosméto naturelle, on est has-been. Si on n'a pas, bientôt, on refait quand même des vêtements naturels. Et si on ne les met pas, on est has-been, etc. Donc, au moment où se reposent toutes ces problématiques de sens vis-à-vis du monde du végétal, eh bien, en effet, c'est le moment de se reposer des questions. Et puis le mot patrimoine, il peut faire peur, parce que pour les gens, le patrimoine, c'est le passé. Mais pas du tout. Le patrimoine, c'est le présent et le devenir, parce que le patrimoine, c'est ce qu'on construit, nous, pour les futures générations. C'est nous qui le construisons, le patrimoine de demain. Quelles sont les valeurs qu'on veut apporter ? Pour l'instant, on dit, ah oui, biodiversité, biologie, santé, faites attention à nos enfants, dépollution, etc. Donc on veut laisser un patrimoine à peu près en état et en construire un pour les générations futures. Mais du coup, même quand on fait un aménagement, qu'est-ce qu'on fait au regard de l'histoire? Là, je vous ai mis Joséphine de Beauharnais parce que tout simplement, j'ai essayé Joséphine de Beauharnais. On lit partout Joséphine de Beauharnais, la collection de roses de Joséphine de Beauharnais. Je sais exactement sur son territoire les roses de Joséphine de Beauharnais. On sait très bien les 2 fois où elle est venue, mais que sont devenues les roses de Joséphine de Beauharnais qui ont été données à Lyon. Alors là, je veux dire, là, on a une belle enquête à mener. Donc, ce personnage qui, pendant que les Anglais et les Français se battaient, et qui se préoccupait de ces plantes, donc vous avez droit à son portrait, parce qu'en effet, au moment où on a des territoires qui sont marqués par leur histoire et leur géographie, en amont et en aval d'un projet de développement, qu'il soit urbanistique, culturel ou économique, il faut savoir se poser tout un faisceau d'histoire. C'est-à-dire faire des projets horizontaux, de façon à se poser toutes les problématiques et optimiser le projet. Donc en effet, les plantes, c'est un enjeu d'image de marque et d'identité. Parce qu'en effet, au moment où on veut faire une promenade urbaine, un sentier urbain, un jardin, un square, qu'est-ce que veut dire le geste paysager, le geste architectural, c'est beau, mais comment je le racine de façon à ce que ses habitants s'y retrouvent et réapproprient l'histoire de la ville. Donc il y a vraiment un enjeu d'identité et d'image. Enjeu de développement durable. Bien vivre ensemble, c'est quand même partager des responsabilités. Donc comment je m'y prends pour qu'entre les habitants et les élus, construire des projets et faire les travaux de sensibilisation de part et d'autre.
Donc en effet, il y a un vrai travail de sensibilisation pour les plantes. Alors les enjeux de diversité biologique, ça c'est l'Union nationale pour les paysagistes. On fait un très joli travail en quoi les écosystèmes apportent les lanières vertes, etc., apportent un bien-être dans la ville, et comment, si on végétalise une ville, non seulement on apporte l'image de marque et d'identité, donc du développement touristique, mais comment aussi, en termes de santé publique, cela apporte quelque chose. Donc, enjeu de santé alimentaire, de plus en plus. Alors, en effet, il m'appelait la mamie de synthèse. Ça veut dire que déjà à l'époque, il y a 20 ans, j'étais marquée par le nombre des années. Donc, sur les jardins partagés, en effet, on s'est rendu compte que non seulement ces jardins en partage, c'était du lien social, mais qu'au fur et à mesure, on le décorait, c'était très esthétisant, c'était joli, etc. À un moment, j'ai dit halte. On peut dire, on a des préoccupations de santé alimentaire. Au lieu de donner donner le poisson, c'est-à-dire distribuer l'alimentation, et ce qui vous met dans une situation de dépendance cruelle, il vaut mieux donner la canne à pêche. Donc, en effet, apprendre à jardiner, etc. Et en effet, au niveau santé alimentaire, c'est incroyable ce que la ville de Lyon, dans ses collections de plantes alimentaires, a apporté. Et sans vouloir absolument faire les légumes oubliés, on commence à savoir, un croqueur de pommes, les légumes oubliés, etc. Ils sont oubliés que parce qu'on a décidé, on peut les retrouver, on peut en trouver d'autres, etc. Mais quand même, à travers ces collections de plantes, par exemple les collections de tomates, je veux dire, il faut que ça soit le Prince de Broglie qui fasse une collection de tomates, entre parenthèses, qu'on a labellisées, pour que tout d'un coup, on ait des barres à tomates, de l'importance de la tomate de Russie, s'apercevoir que tout ça est faussé, enfin bref, pour s'apercevoir de l'importance de ces collections et de ce que ça a apporté aussi à Lyon. Et enjeu de cohésion sociale, parce que c'est vrai qu'autour du patrimoine, sauver son lavoir, sauver sa gentiane, sauver sa violette, sauver ci, sauver ça. Je veux dire, ça contribue à une certaine cohésion, et c'est vrai que ça apporte une lisibilité à une identité forte, si on le désire. Alors, quand même, n'oublions pas aussi d'une façon très importante que Lyon, c'était la circulation des hommes, siècle des Lumières, des plantes et des idées. Et tout le long, depuis 1400 et des poussières, on va dire autour de 1450, c'est amusant de découvrir que, bien sûr, Lyon est le territoire de la botanique depuis Rabelais. Alors là, je ne sais pas si vous étiez au courant, moi je n'étais pas au courant que Rabelais, déjà à l'époque, quand il était médecin à l'Hôtel Dieu, c'était un fan des plantes médicinales et passez-moi l'expression, du côté alimentaire. C'était un gourmet. On l'a vu dans ses écrits après. Donc Rabelais apporte une certaine légitimité, on a des textes, etc. Et puis vous avez eu des libraires éditeurs. Il y en a deux en particulier, si vous voulez les noms, j'ai dans mes notes. Des libraires éditeurs ils étaient pas libraires, excusez-moi, imprimeurs. Et donc ils ont diffusé deux livres très importants sur l'histoire des plantes et l'autre livre sur un botaniste important, médecin de Venise. Et donc, au moment où l'imprimerie se développe, Lyon, par ces deux imprimeurs, développe tout ce qui touche à la botanique. Et puis, bon, vous avez les familles illustres qu'on retrouve bien sûr au Jardin des Plantes à Paris, la famille de Hussieux, l'abbé Rosier, enfin vraiment, vous avez des botanistes hors pair qui se sont battus, qui ont fait des jardins de sciences. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, comme la botanique, c'était aussi la mode, ce qui était intéressant, c'est qu'on trouvait ces jardins de sciences aussi bien institutionnels que chez les privés. Et puis que nous ont apporté cette culture, cette connaissance des légumes, des fruits et des céréales. Je
disais céréales parce que c'est les terres à blé comme Faisin autour qui ont amené les terres à rosier, c'est les mêmes besoins. Ben, on a toute cette pratique grâce au siècle des Lumières, ben, des mères cuisinières, c'est-à-dire les mères lyonnaises que vous connaissez, ben, pour valoriser le produit de leur mari maraîcher. C'est toute la gastronomie lyonnaise qui s'est développée. Alors, je passe sur l'engouement de la flore locale, puisque de Rousseau, et de la botanique appliquée dans le développement industriel. Bon, je vais faire un jeu de mots assez facile. Pas de chrysalide sans cocon. L'histoire la plus aboutie, c'est quand même les mûriers. Les mûriers, ramenés aussi par Olivier de Serres, même s'il a fait des essais sur plusieurs arbres. Et quelle est la stupéfaction d'apprendre qu'au Jardin botanique de Lyon, où on garde, et c'est très cher la maintenance de collection, comme quand l'INRA a voulu se, entre guillemets, débarrasser de la collection de mûriers, qui était une collection où en termes de développement et scientifique, on voyait comment améliorer le mûrier. Au moment où la cosmétique, passez-moi l'expression, pour avoir une peau de soie, s'intéresse au mûrier, l'INRA n'a plus de place, se débarrasse de sa collection. À qui l'a proposé? Jardin botanique de Lyon. Ah ben il n'y a pas de place. Le parc de la Tête d'Or n'a pas de place pour mettre une collection de mûriers. Ça veut dire que culturellement, on est dans la dérape, au sens que le jardin botanique, le jardin, on va dire, du parc de la Tête d'Or, sincèrement, veut dire se mettre à l'ombre d'un mûrier platane ou se mettre à l'ombre d'un mûrier qui dégouline un peu, c'est tout aussi joli que de se mettre à l'ombre d'un arbre ornemental qui arrive d'Afrique du Sud. Donc, en effet, moi je dis toujours, soyez cohérents avec votre terroir et avec votre territoire. Donc, et vous avez vu dans les différentes régions, ben, il n'y aurait pas eu de passementerie, il n'y aurait pas eu de soie, il n'y aurait pas eu de plante tinctoriale qui a fait la richesse lyonnaise. Moi, quand j'ai fait, au moment de la sortie de guerre, urbanisme paysager du centre-ville de Beyrouth, où j'ai essayé de trouver le chemin, la route des menuisiers, la route des teinturiers, et que j'essayais de rappeler les liens entre d'ailleurs la région lyonnaise et la région libanaise, des monts Liban. Ben moi, je suis tombée sur le dernier tisseur soyeux qui, après-guerre, avait retrouvé ses machines, s'est relancé en disant oh, « Si vous pouviez me retrouver le noir de cette plante de la région lyonnaise. » Eh ben, j'ai pas encore réussi à m'y retrouver parce que, je veux dire, vous pouvez oublier. Or, actuellement, le seul endroit sur les plantes tinctoriales où il y a encore un vivier, malheureusement, au vu de la situation politique actuelle, en voie de disparition, c'est-à-dire à Madagascar, au moment où on aurait besoin de relancer les plantes tinctoriales, on est en panne sèche. Donc, vous voyez à quel point, et du coup, ce jardin botanique du parc de la Tête d'Or, qui doit être porteur par ses collections de l'histoire de l'économie lyonnaise, parce qu'elle doit être aussi l'histoire de l'économie lyonnaise liée à ces plantes, ne serait-ce que le culinaire, et ne serait-ce que ce que vous faites sur le côté in situ des plantes, c'est-à-dire dans les écosystèmes comme le réaménagement des berges du Rhône, et entre les collections ex situ qui nous permettent de mieux comprendre les plantes. Donc en effet, moi je plaide en disant les collections, malgré tout, c'est un vivier important de sensibilisation au monde du vivant. On peut construire suivant nos angles d'attaque, que tant mieux si dans les collections sont introduites toujours des plantes nouvelles, parce qu'on ne sait jamais cette recherche d'or fabuleux à l'origine de toutes nos économies. Et je dirais aussi que, je regarde après, donc c'est un passage amusant, par exemple, j'ai oublié de vous dire que l'artichaut,
à Lyon était extrêmement important parce que c'est Catherine de Médicis qui en était folle de l'artichaut, parce que ça soigne tout. Ben, rouvrez vos vieux bouquins, rouvrez, etc. En effet, ça soigne tout. Donc, artichaut, vive les artichauts, etc. Je reviens du Vietnam, sur le plateau de Dalat. Plateau de Dalat au Vietnam, dans l'histoire coloniale, il faut appeler un chat, où on cherchait partout un endroit sain et pas trop chaud pour les Français qui étaient là-bas et surtout l'armée. Donc c'est un pasteurien qui s'appelle Yersin. Rappelez-vous, il y a 2 ans, on a écrit sur la vie d'Yersin, c'est celui qui a découvert la peste et le choléra. Mais à l'époque, on n'était pas sur des cloisonnements scientifiques, on était vraiment sur des regards beaucoup plus horizontaux. Et Yersin, à cette époque des collections, muséum, Lyon, Nantes, etc., Yersin était sur 2 attractivités. D'un côté, il observait les plantes autour, donc le caoutchouc, donc c'est lui qui a développé l'économie du caoutchouc, après que le quinquennat, je veux dire, on a trouvé la molécule chimique. Et Yersin, lui, il a été au muséum, il a eu besoin, comme dans les grandes expéditions de l'époque, comme celle de la Pérouse, où on a embarqué toutes les graines de choux, toutes les graines qu'on emmenait au cas d'abord où on coulerait ou au cas qui pourrait être transmis aux populations rencontrées, eh bien, ce Yersin avait introduit l'artichaut. Bon, anecdotique. Quand vous visitez maintenant tous les marchés vietnamiens, toutes les cuisines vietnamiennes, veut dire, je n'ai pas échappé au moindre thé d'artichaut. C'est-à-dire que les feuilles, le pollen, la tige, les racines, vous achetez des sacs de 50 kilos, de ci, de ça, l'artichaut à la folie. Or, c'est une recherche, je veux dire, que nous avons menée, nous. Moi, je me dis, mais alors, nos pauvres artichauts bretons, excusez-moi, si c'est la bérésina, et pourquoi ? Pourquoi n'avons-nous pas un œil malin sur les enjeux, les attentes, la diversification? Donc ça m'amusait de vous rappeler cette anecdote. Alors du coup, pour monter ce type de projet de développement en s'appuyant sur ce que les plantes peuvent nous apporter, ben c'est sûr qu'il faut quand même un lieu central de référence. Pour que ce lieu central puisse mettre en réseau. Réseau, ça ne veut pas dire chef, sous-chef, etc. Réseau. Mais il faut quand même un chef d'orchestre pour relier tous les pôles d'excellence. Il nous faut aussi un lieu de dialogue et de conciliation. On ne peut pas décider. Il nous faut devenir des leviers de changement de comportement. Il faut faire adhérer des populations. Il faut co-créer. Il ne faut pas décider, co-créer des projets fédérateurs. Moi, je dis avec le Centre de ressources de botanique appliquée, parce qu'ils sont tellement en avance, c'est comment travailler avec eux, et pour participer à une vision partagée, pour mieux transférer ces savoirs, parce que savoir-faire, c'est bien, mais faire savoir est tout aussi important. Mais culturellement, ça veut dire, comme dans toutes les cultures d'entreprise, ben, il faut une culture d'organisation par finalité. Notre projet, c'est pas une institution qui décide, c'est quel est l'objectif à atteindre. Et on se réunit à 5 ou 6 autour de la table, chacun avec ses responsabilités. Et pas par métier. On n'a pas besoin d'être jardinier si on décide de travailler sur un enjeu environnemental, qualité de vie, culinaire, à partir de la plante. Et il nous faut un lieu culturel et d'éducation au monde du vivant, comme les jardins de sciences que Lyon a su développer. Surtout faire des collections ou analyser ces collections en cohérence avec l'histoire botanique de sa région. Je vous parle de Lyon, mais c'est de toute autre région.
pas oublier, parce qu'à force de faire l'horticole, l'embellissement, le geste, la créativité, n'oublions pas toutes nos plantes domestiques actuellement en période de crise pour la santé et pour l'alimentation. Et puis surtout, un gros travail de médiation et de communication. Je pense que vous, les CAUO aussi, vous savez ce que c'est que essayer de faire ce travail de communication. Et surtout un lieu partagé de l'ethnobotanique, parce que le végétal sans la plante et la plante sans le végétal. Or, n'oublions pas que la plante, elle n'a pas besoin de nous, elle est complètement autonome, mais que l'homme, s'il n'a pas la plante, il ne peut pas survivre. Voilà ce que j'avais envie. Bon, il faut donc de la communication, de la récitation, une reconnaissance politique. Comment faire, même ici à Lyon, que les responsables, le maire, etc., et comment construire ces liens étroits avec tous ceux qui, de près ou de loin, sont impliqués dans cette grande aventure entre les hommes et les plantes. Voilà ce que j'avais envie de vous raconter, avec deux belles histoires, deux belles phrases que j'aime beaucoup, de Pierre Le Tagui, celui qui a beaucoup écrit sur la plante compagne, qui est vraiment un botaniste très éclairé. Moi, j'aime beaucoup quand il dit « La plante ne traverse pas l'espace comme l'oiseau ou le léopard. Elle n'est pas montagne qui marche comme l'éléphant. Elle ne vient pas à l'homme. Elle est simplement là. Témoin, suggestion, proposition, offre patiente. Sachons les regarder. » Et Francis Allais, qui est un autre botaniste extraordinaire, qui est en train de sauver les forêts primaires je ne me rappelle plus la dernière, belle et utile, discrète et autonome, silencieuse et d'une totale non-violence, la plante serait-elle un modèle à suivre? En tout cas, à remettre d'urgence à la place primordiale qui est sienne. Eh bien, c'est bien sur cet enjeu, remettre l'urgence, la plante à sa place primordiale qui est sienne, remettre l'homme au cœur du monde, que ce soit les forêts urbaines, les jardins, les balcons, les trames vertes et bleues, les plantes sur les trottoirs, les potagers verticaux. Ce n'est qu'à cette condition qu'on peut monter ensemble des projets audacieux et pragmatiques. Et je resterai sur cette dernière nacelle, qui est comme la pomme de terre. Élévons notre débat et regardons ce que nous pouvons faire par notre geste jardinier, notre geste aussi de jardinage de notre humus intérieur, grâce aux plantes. Regardons ce que peut le faire. Moi, je vous dis, les collections de plantes, puisque je suis présidente du Conservatoire des collections végétales spécialisées, entre autres, les collections de plantes sont aussi des outils de sensibilisation au monde du vivant. Voilà. Maintenant... Pas besoin d'applaudissements, mais bon, je ne sais pas ce que ça vous apporte, qui vous êtes, qu'est-ce que vous attendiez. Nous a proposé tout à l'heure de poser des questions. Alors n'hésitez pas, parce que quel que soit, c'est un contenu ou aménagement, sur l'échelle de la question, ce serait intéressant. Françoise, vous avez parlé des jardins de sciences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce qu'à Lyon, ça concerne. Alors j'aurais peut-être plus de mal. Ce que je peux faire, c'est par rapport aux notes que j'avais prises. Visiblement, dans la bourgeoisie éclairée et économiquement aisée, c'était la mode à Lyon de se faire son jardin de sciences. Et jardin de sciences, à l'époque, c'était la botanique, donc c'était les collections. Donc, en effet, dans le travail j'en sais rien, je ne sais plus. Donc, si vous voulez, j'essaierai de vous faire parvenir les notes que j'avais prises à ce sujet. Ils appelaient ça jardin de sciences. Qui sont nos jardins actuels botaniques. Enfin, c'était là le lieu où on découvrait la botanique et qui était aussi ce que j'appelle probablement des jardins d'essai, à l'origine de tous les jardins d'essai avec les différentes institutions.
Jardin de sciences, c'est avant, c'est au début du 19e. Parce que, quand même, que je vous dise, je suis ni botaniste, je suis rien. Je suis ni botaniste, ni scientifique, ni urbaniste, ni architecte, ni géologue, etc. J'ai toujours essayé de tirer les fils transversaux. Mais j'ai beaucoup travaillé avec des urbanistes, j'ai beaucoup travaillé avec des architectes, j'ai beaucoup travaillé avec des botanistes, etc. Mais voilà, dans les faisceaux de questionnement, je fais farfouillette de tous les côtés pour voir comment on peut nourrir un projet et être sûr d'atteindre l'objectif. Vous parlez dans vos collections de mettre en avant en fait les plantes à visée alimentaire. Je voulais savoir s'il y avait un côté diffusion en fait au travers de ces collections, ou comment transmettre en fait ces variétés. Alors, diffusion, savoir comment on diffusait, comment dirais-je, on donnait des graines, c'est surtout ça. La diffusion, pour l'instant, pour moi, dans ce mot-là, en sachant, alors quand même, revenons, quand je parle des collections végétales spécialisées, on est vécu comme presque une institution hautement dotée de moyens financiers. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un bénévolat le plus complet, que pour aller visiter nos collections, par les adhésions, nous ne rentrons que un quart des moyens dont on a besoin, et qu'on est toujours entre pirouettes, cacahuètes, comment trouver les moyens pour. Donc c'est vrai, vous avez raison, on est à un tournant du côté de nos collections et collectionneurs. Parce que les collections, c'est un investissement en maintenance énorme. Ça ne tient que par la passion. Même du côté des collections de jardins botaniques. C'est la passion des jardiniers qui en chargent la collection et qui vraiment prennent sur leur propre argent pour aller voir in situ les plantes dont il a, etc. Donc, actuellement, on a peut-être réussi la première étape, 20 ans, sur collection, c'est pas collectionnite, c'est collection pour quoi faire. Et du coup, derrière, en effet, du côté alimentaire, si vous allez sur le site CCVS, donc c'est un site internet, il suffit que vous dites CCVS, vous trouverez évidemment enfin, ce qu'on peut mettre sur nous, parce que c'est pareil, en termes de moyens, ce site pourrait être 10 fois mieux, il a le mérite d'exister. Et du coup, derrière ces collections alimentaires que l'on est en train, nous, de redévelopper, parce qu'on était très dans l'ornemental, qui était dans la tradition des services espaces verts et des jardins botaniques, plus dans l'ornemental, avec abandon, on va dire, des plantes alimentaires. Donc, par exemple, c'est notre dernier homme et plantes que j'ai oublié d'apporter, mais ça fait rien. Ça, c'est la première page de couve. C'est le prince jardinier en Touraine, qui fait la collection de tomates, qui connaît bien ses produits, et entre collectionneurs ou entre adhérents, c'est comme pour les jardins botaniques, vous pouvez demander des graines si vous avez envie de diffuser. Mais ce que je vous propose, c'est envoyer un mail au CCVS, je le lirai, je connaîtrai vos préoccupations et je verrai comment on peut diffuser. Mais nous n'avons pas encore atteint cette étape, qui pour moi est plus financière qu'autre chose, de comment aider les collectionneurs en plus à pouvoir répondre à ces demandes-là. Mais c'est important, vous avez raison. Par contre, à Lyon, du côté CRBA, donc Stéphane, on est en train de discuter ensemble pour savoir comment s'y prendre. Faut trouver des financements. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui? Non? J'ai juste une question qui vient après, c'est que si les personnes ont envie de travailler sur des variétés anciennes, oui, et de les commercialiser, quel est le statut après entre collectionneur et agriculteur en fait? Alors vous avez raison, on ne l'a pas abordé, pour l'instant nous sommes sur un idéal.
C'est-à-dire qu'entre collectionneurs, dans le même esprit que les jardins botaniques, on veut dire bénévolement, gratuitement, on donne des graines. Si on veut valoriser par le commerce, la seule, ce qui n'est pas simple, c'est sur le côté, il faut que la plante, il y a deux types de plantes qui sont collectionnées. Il y a les plantes botaniques. Nous, on insiste beaucoup sur la botanique parce qu'en tant que vivier génétique, ça permet de croiser père et mère et de développer de nouvelles plantes. Mais malgré tout, devant la bérésina de disparition des plantes horticoles, on s'appuie sur aussi le travail des Anglais, Plant Heritage, où quand eux s'aperçoivent que dans 3 catalogues commerciaux, on a, admettons, un thym qu'on ne trouve plus en vente dans 3 catalogues commerciaux, donc un thym qui a été inventé, pas un thym botanique, à ce moment-là, on le déclare en voie de disparition. Et ils font un travail entre commerce, enfin, ils font un lien entre des producteurs et des conservateurs. Je sais que il y a 20 ans, je crois, quand j'avais lancé le bégonia de Rochefort, parce qu'à Rochefort-sur-Mer, il n'y avait absolument rien. On est obligé de dire Rochefort est à 30 km de La Rochelle. Et en s'appuyant sur la simple histoire de Bégon qui avait introduit 6 bégonias en France, la réalité de terrain, c'est qu'il avait introduit 6 planches botaniques de bégonias au Muséum d'histoire naturelle. À partir de cette simple histoire, pour que Rochefort ait une image de marque et d'identité, parce que c'était un arsenal sous Louis XIV, on l'a baptisé Arsenal botanique, donc on a fait une collection de bégonias, qui était à l'époque la plus importante en Europe, et on avait vu qu'un quincaillier à New York avait aussi une collection qu'on n'a jamais vue, que j'ai jamais retrouvé le quincaillier à New York. Et c'est là, pour vous dire comment on peut construire des projets, c'est là où la ville, n'étant pas connue, elle a commencé à être connue par les bégonias de Rochefort, parce qu'évidemment, j'ai été chercher les images sources, donc j'ai été chercher Catherine Deneuve, et on appelait, comme les demoiselles de Rochefort, les bégonias de Rochefort. Donc Catherine Deneuve a inauguré toutes les réhabilitations, le retour du bégonia à Rochefort pour la corderie royale de Rochefort, a inauguré le pont du Martrou, qui est le 2e pont transbordeur en France, tout inauguré, et on a décidé au moment de la réhabilitation des formes de radoub, c'est-à-dire les lieux où on restaure les bateaux, qui étaient bétonnés, ils ont été recreusés, et là on a décidé, coup de folie d'un soir, que on emmènerait les bégonias de Rochefort à New York. Mais il nous fallait évidemment l'Hermione, ce bateau, depuis 17 ans, qui vient de sortir de la forme de radoub, pour l'instant sur la Charente, qui fait ses essais en mer et qui va aller aux États-Unis. Et une construction de projet où on a démarré 0 francs, 0 centimes, et juste, on a mobilisé l'armée, comme j'avais mobilisé l'armée, il fallait clairon et trompette, au moins ça, pour le retour du bégonia à Rochefort, et armée où il fallait petite bougie le soir dans la forme de radoub pour que tous les troufions, les soldats, nous dessinent cette forme de radoub qui est comme une coque de bateau et qui, simple filin, nous a mis la proportion de l'Hermione. Et à partir de là, alors qui c'est-il qui s'achète une poutre, qui c'est-il acheter propriétaire d'1 centimètre carré, etc. Belle aventure dont j'étais à l'origine de l'idée, et avec, je tiens à dire que je rends à César ce qu'il y a à César, derrière c'est l'association, etc. Je veux dire, je suis petite souris dans cette affaire. Mais en effet, c'est comment... J'ai perdu le fil, excusez-moi, mais ça me paraissait important de voir comment
d'une simple collection. Comment, à l'époque, Rochefort n'était pas connu. Les bégonias de Rochefort. Dire, on a été à une exposition internationale, on m'a dit, vous connaissez, Madame Lopredine, nous, on n'a pas de bégonias. Je n'ai pas répondu que, évidemment, les bégonias n'avaient jamais mis les pieds à Rochefort. C'était l'histoire de Bégon, etc. Et comment on a construit l'histoire de l'Hermione, image de marque et d'identité, parce qu'on avait un problème d'échelle dans la ville, qui est de 4 étages. Et 4 étages, c'était à l'échelle des grands bateaux, qui étaient construits. Donc, ces grands mâts donnaient l'échelle de la ville. Et du coup, derrière, comme il ne restait plus qu'une seule ouvrière spécialisée de la broderie à la quintille. Alors, la broderie à la quintille, c'est celle qui décore les habits des généraux, etc., des académiciens. C'est de la broderie à la quintille. Et il n'y avait plus qu'une ouvrière spécialisée à Rochefort. Et du coup, on a créé les bégonias d'or. Personne n'a su pourquoi ça s'appelait Bégot. Donc, on a fait une alliance entre un proviseur de lycée, entre nos brodeuses, mais qui étaient vécues comme... nos élèves brodeuses, parce que comme chacun sait, à l'époque, broder, c'est des petites nénettes. Et du coup, on a fait des alliances entre les garçons sportifs, donc les matchs de foot, et les brodeuses. On a fait des concours d'équipe entre une brodeuse, un foot, etc. Donc les brodeuses sont devenues à la mode, et maintenant, ces brodeuses d'or à la quintille, on a pu les caser, elles brodent pour Dior, pour ci, pour ça, et Balmain. C'est pour dire que, où c'est une réalité, pépinière, j'ai besoin d'un arbre qui, au niveau de l'évolution climatique, je cherche. En ce moment, les buis sont en train de mourir. Dans nos collections, on a un ilex impeccable qui ressemble au buis. Donc, si vous voulez refaire du buis, autant garder l'ilex qui est pas malade. C'est comment on construit un projet en sachant ce qu'on veut. Est-ce qu'on cherche de l'image de marque d'identité? Est-ce qu'on cherche de l'économie? Et comment on construit le projet? Je m'embarque, mais c'est pour vous dire que par le végétal, on peut monter des projets intéressants. Toute l'aventure des murs verticaux, tout ça, avec Patrick Blanc, avec des amis architectes, toute la modélisation des plans dans le futur pour comprendre tout le travail qu'il a fallu faire à partir de nos collections, d'abord sur le bégonia, sur le tabac ornemental, pour aussi voir comment, un élu le convaincre qu'il faudrait plutôt que sur sa trame verte, il plante ça, ça, ça et ça. À l'époque, bonjour le dessin, et puis les perces, etc. Il y a eu ce logiciel de développement des plantes qui permet, là j'ai vu qu'il avait été très utilisé, surtout sur les avancées sur le tramway. Monsieur le maire, vous avez ça, et dans 10 ans ça sera ça, et donc le recul des façades, ça doit être ça, etc. C'est au fur et à mesure essayer de voir tout ce qui participe à l'objectif que vous voulez atteindre. Je vous ai coupé la parole à quelqu'un. Je vous en prie. Bonjour. C'était pour que vous reveniez sur le projet que vous avez mené à Beyrouth. Oui. Les enjeux et sa réalisation. Alors, sur Beyrouth, c'était un concours international d'urbanisme paysager. À l'époque, c'est pas inintéressant. Donc, 94, c'est vraiment sorti de guerre. 94, à l'époque, c'était apporter du beau esthétiquement. C'était vraiment l'opération immobilière avec démolition. Tous ceux qui ne pouvaient pas remonter leurs bâtiments étaient rachetés par des actions chez Solidaire, c'était la société, et la société s'y retrouvait, parce que c'est hard, s'y retrouvait avec 12 hectares reconquis sur la mer grâce à tous ces déchets jetés. Donc évidemment, ça a commencé par urbanisme paysager, c'est moi qui ai utilisé ce mot, qui est arrivé qu'après, mais quelle plante
on allait mettre, et c'était paysagement au sens large du terme à l'époque, c'était place, placette, même carrément minéralisé, et grilles d'arbres, etc. C'est un truc complètement surréaliste, il faut être piqué pour accepter des aventures pareilles. Et au fur et à mesure, quand j'ai déboulé en équipe, hein, parce que moi, c'était Thierry Haut qui était le maître d'œuvre, l'urbaniste paysagiste. Quand j'ai déboulé, si vous creusez l'histoire du Liban, vous vous apercevez que c'est à l'origine de sa richesse, ce sont les plantes. Donc à l'origine, les fameux cèdres du Liban qui nous ont entraîné la route des cèdres, la route de l'encens, la route des parfums, la route de la soie, la route des épices. Donc tout le Liban, les fameux Phéniciens, c'est toute l'histoire de la circulation et des routes commerciales. Comme pendant la guerre, les architectes, les étudiants en architecture libanais ont eu des bourses par M. Hariri, celui qui a été assassiné. Donc ils revenaient tous des États-Unis. Donc au moment de travailler d'une façon sensible, parce que ça s'appelait quand même le souk des menuisiers, le souk des teinturiers, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'était lié au monde des plantes, la soie, etc. On a voulu travailler sur cette matière historique pour, par les plantes, apporter en termes de cadre de vie et puis de développement touristique quelque chose. On s'est heurté vraiment à des choses auxquelles on n'avait absolument pas pensé. En observant le paysage traditionnel de Beyrouth, autour de Beyrouth. Évidemment, beaucoup de palmiers, les palmiers sont partout. Beaucoup d'ifs, qu'on trouvait évidemment dans beaucoup de cimetières, et quand on a voulu réintroduire, et beaucoup de pins, introduits par Fakhreddine, qui est la première personne qui a concrétisé cette notion d'État, puisque avant c'était plutôt des féodalités, mais on s'est fait allumer comme pas permis. Il n'y avait pas de palmiers au Liban. Il n'y avait pas d'if, de cyprès, excusez-moi, au Liban. Évidemment, on projetait toutes les photos, bourrées que de palmiers, sauvages, etc. Donc on a vu que culturellement, c'est pas simple. Alors pourquoi ils ne voulaient pas de palmiers? Parce qu'à l'époque, ils ne voulaient pas être arabes. Bon, donc on a vu qu'il y avait des plantes qui symboliquement, etc. Donc comment on s'y est pris? Premièrement, en étant tenace sur que nous dit la mémoire plurielle des lieux. C'est-à-dire tout simplement dans Beyrouth, dans le centre de Beyrouth, sur place, je faisais deux choses. Dans la rue de France, c'est celle qui a disparu, avant qu'elle disparaisse, voir quelle était la pratique des jardins, parce que Beyrouth était une ville-jardin. C'était vraiment, les jardins étaient dans la ville, des grands jardins, mais des jardins nourriciers, au sens que c'était les senteurs et les saveurs. Donc, je veux manger un citron, je vais cueillir mon citron, il n'y avait pas de problématique de mise paysagère, c'était vraiment ces jardins-là. Donc, faire ce travail de terrain, et puis faire le travail de terrain au centre où on n'avait pas le droit d'entrer, personne, parce que c'était sous contrôle de l'armée, des minages quand même, et puis quelque part, ils étaient très ennuyés par les fouilles archéologiques. C'est-à-dire que les fouilles archéologiques retardaient l'avancée de la ville. Donc malgré tout tenace, on m'avait délégué deux soldats, donc tous les jours j'allais voir le général, le soldat m'accompagnait avec son fusil sur le terrain, et mine de rien au fur et à mesure, parce que en plus on avait choisi parce que le côté femme, mémère un peu, voilà, m'occuper de plantes, etc. Donc je savais tous les jours, parce qu'il se trouve que mon frère
l'archéologue malheureusement est décédé, qui avait ouvert les premières fouilles, donc il me disait attention là, attention là, attention là, attention là. Donc moi je faisais mes mères, je faisais des questions idiotes, à là et là. J'avais même des soldats qui me prenaient par la main pour aller voir leur jasmin, l'odeur de leur jasmin, et je savais ce qui se passait au niveau des fouilles archéologiques. Et du coup, je travaillais sur ces fouilles archéologiques. Elles me racontaient quoi au niveau des bains romains. Donc, au niveau des bains romains, j'ai pu, etc., grâce à mon frère qui savait ce qui était sous la route, on a dégagé les bains romains, on a peut-être creusé un peu loin, avec la complicité des archéologues, pour dégager un truc important, et ça a permis de faire sauter une route dont on n'avait strictement pas besoin. Donc comment on s'y est pris? On a essayé de caractériser les places publiques, les fontaines, les aliments par l'histoire des plantes du Liban qui ont fait sa richesse économique. À la fin, quand on disait mais non, mais il n'y a pas d'ombre ici, il n'y a pas d'ombrage, je veux dire, si vous allez à Beyrouth, je pense que le résultat est intéressant. Donc je crois qu'on a dû sortir à l'époque de l'informatique, rappelez-vous, en France où au niveau paysage, on ne travaillait pas encore d'une façon informatique, on a sorti 345 plans et je crois que tout a été appliqué. Mais après, ça veut dire quoi ? Après, c'est vrai que d'une façon bénévole, j'ai dit c'est bien beau tout investir sur Beyrouth, mais Beyrouth, les Libanais, c'est le lien avec l'arrière-pays, c'est le lien avec la montagne. L'été, ils vont dans leur village d'origine, et c'est là où j'ai cherché pendant 2 ans un lieu qui soit révélateur de cette histoire, aussi pour nourrir l'histoire de Beyrouth, et je suis tombé sur un lieu qui avait été occupé par l'armée syrienne et qui était une ancienne filature. Et à partir de là, et c'est devenu musée de la soie, où j'ai retrouvé, et on n'a pas fini, les liens avec la région lyonnaise, entre parenthèses. Sinon, c'est des aventures humaines absolument invraisemblables. Mais en effet, voilà comment on s'y est pris. Antananarivo, Madagascar, beaucoup plus compliqué, mais à ce moment-là, il y avait beaucoup d'argent pour la reconstruction du centre-ville de Beyrouth. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y avait pas d'argent pour le schéma directeur d'urbanisme paysager pour Antananarivo. Du coup, on a accepté, j'ai demandé, parce que je crois que je ne me serais pas lancé dans l'aventure, schéma directeur d'urbanisme paysager Antananarivo au bénéfice du développement artisan, parce que l'artisanat malgache est absolument extraordinaire à partir du monde du végétal et de santé publique pour toutes les problématiques de dépollution. Donc le schéma directeur d'urbanisme paysager pendant 5 ans, je crois qu'on a fait énormément de terrain, du lien on a commencé, et depuis j'ai connu tous les présidents de la République qui étaient d'abord maires, puis président de la République, et je suis réduite à ne suivre que les péripéties politiques. Et je veux dire, pour l'instant, il faut une stabilité pour reprendre le projet, mais j'espère avoir assez d'énergie pour essayer de reconvaincre. Mais pour l'instant, malheureusement, c'était une belle histoire. Eh bien, merci. Merci Françoise Le Noble Prédine d'être venue du CCVS pour nous raconter toutes ces belles histoires.